Bonjour, bonjour tout le monde, et c'est avec grand plaisir que nous allons faire votre podcast préféré. Et oui, c'est moi qui introduis Cinéfo avec Jean Gounel, car notre ami Olivier est en vacances bien méritées. Je suis honoré de prendre, de prendre le siège d'Olivier juste pour une heure avec mon ami Jean Gounel. Jean, comment ça va? Ça va pas mal, je te remercie. Pas en vacances, nous. Non, du tout. D'ailleurs, comment se prépare la Copa América qui sera sur les ondes de RDS à compter du 13 juin? Écoute, si j'avais commencé par préparer les stades, j'aurais été vraiment, vraiment dans le jus, tu vois, là. Non, sans rire. Bon, mis à part tous les, évidemment, tout ce qui s'est passé depuis 10-12 jours, là, moi, la seule chose que j'attendais, c'était vraiment la prise de position des joueurs, après les derniers matchs. Bon, d'abord, j'attendais les matchs de qualif Coupe du monde qui ont eu lieu, là, début juin, les 2 journées et puis voir un petit peu ce que les joueurs allaient dire, parce qu'ils avaient annoncé qu'après les matchs là, surtout les brésiliens, allait annoncer quelque chose, donc voir parce qu'il y avait vraiment de la question d'un possible boycott. Finalement non, ils ont dit qu'ils étaient vraiment, vraiment, questionnaient la tenue de la Copa au Brésil, mais qu'ils allaient pas boycotter. Donc là maintenant ça roule, heureusement parce qu'on est à 3 jours. C'est sûr, avec un Brésil-Venezuela et un Colombie-Équateur. Donc, on va se lancer, dans la programmation habituelle, de, notre Loin de s'en foot, et on va commencer par notre segment à domicile. L'équipe, du Canada, a battu, le Suriname, sur le score de 4 à 0, ce, mardi. Une, belle performance qui permet, donc, au Canada de se mettre, en pole position peut-être pour se qualifier, pour être dans le dernier, tournoi de qualification de la coupe du monde. On a une question de notre, auditeur, monsieur Foot de Foot, qui nous demande si, on considère qu'aujourd'hui, l'équipe du Canada est plus armée pour battre Haïti que lors de la dernière Gold Cup où ils étaient éliminés 4 buts à 2 en quart de finale. Moi, bon, perso, je pense que oui. Ouais, je crois que le lors de la Gold Cup, il y avait une sorte de Canada qui, avant tout, se découvrait pas mal lui-même, hein, et les adversaires, c'était mais c'est une équipe qui était en train de se dire: «Hey, on est capable de faire des trucs là», puis qui avançait un petit peu, disons, joyeusement, on va dire et prenant les choses, comme elles viennent. D'où des grosses erreurs lors de ce match-là contre Haïti, des grosses erreurs, de concentration, de réflexion, un manque aussi de cohésion, disons, qui est apparu à ce moment-là. Pas oublier que le Canada menait 2-0 avant de se faire, remonter 3-2, hein, donc il y a un ensemble d'éléments qui ont fait dans ce tournoi-là que c'est pas passé, que ça a vraiment plombé en 2e mi-temps, qui à mon avis arriverait pas là maintenant. Cela dit, Haïti a aussi clairement, nettement progressé depuis. Donc on a 2 équipes qui ont pas mal évolué, qui savent assez bien qu'elles allaient s'affronter à ce moment-là, du processus de qualification coupe du monde et qu'il y en a qu'un seul qui va passer. Car il y a un cheminement, les 2. Ouais, je pense que ouais, parce que, ils sont plus à même d'évoluer par rapport à la situation. Erdmann les a fait passer à 4, à 3, à 5. Il y a une plus grosse évolution, il y a plus de richesse, au milieu de terrain et de ce qu'on voit dans les matchs de préparation, pas de préparation, pardon, non, lapsus. Les matchs de qualification du tour Qualification. précédent, voilà. Hem, donc où le Canada a pas mal déroulé offensivement. Ça a servi aussi à ça, hein, à faire rentrer la confiance et à développer un certain nombre d'automatismes, en tout cas de relations. Et tu vois quand même, quand tu regardes buteur, passeur, il y a certaines relations qui se mettent, en place, hein. Davis, David, Davis, Laren, Fonso Davis est amené à jouer quand même malgré la terminologie de sa position de latéral, est amené à jouer très, très en avant. Donc il y a des systèmes qui sont mis en place et je trouve que, disons, que le Canada aborde ce tour de qualification, cette phase de qualification contre Haïti sur une position assez intéressante, assez forte.
Oui, je te rejoins beaucoup effectivement sur, les complémentarités, à l'attaque et puis même avec la position, hybride un peu de d'Alphonso Davies que oui, joue, Mmh. comme, ailier, dans son couloir gauche, Ouais, se recentre énormément, et ça permet vraiment comme de fluidifier et à la fois accélérer le jeu du Canada. Ça a été assez évident que quand il a décidé, que ça suffisait le 0-0 avec le Suriname, c'est vraiment lui qui a mis le petit coup ouais. d'accélérateur et ça fait une grosse, différence. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu présomptueux puisqu'il y a 2 matchs qui viennent, samedi, et mardi, mais Patrick Baudouin nous demande: «Est-ce que le Canada a de réelles chances de se qualifier pour la coupe du monde?» Donc j'imagine que lui, il est déjà, dans, le fameux tour final où on sait que, il y a le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica, Jamaïque et Honduras, et donc le Canada donc, pourrait rejoindre, ce groupe avec 2 autres équipes. Hem, Lorsqu'on voit un peu la zone, CONCACAF avec les adversaires qu'on connaît, hein, c'est un peu les mêmes puissances à chaque fois. Quelles sont les chances, selon toi, du Canada de pouvoir, se qualifier, dans les 3 premiers ou bien dans la quatrième place de barragiste? Je pense qu'elles sont elles existent de la même façon qu'on avait ça rejoint l'analyse qu'on a avant le match contre Haïti. Je pense qu'il y a un progrès, que cette équipe-là est encore une belle marge de progression devant elle qu'elle va, qui doit être amenée à se développer au fil des rencontres. Donc, d'où l'intérêt de réussir contre Haïti, qui est en plus clairement de gagner de l'expérience. Mais, ça peut que gagner. Hem, Personnellement, si tu mets côté États-Unis et Mexique qui ont clairement normalement, de se qualifier à peu près dans n'importe quelle condition. Bon, ça, il y a eu l'accident pour les États-Unis il y a 3 ans, mais Mmh. normalement, ça devrait passer. Je pense qu'après, c'est très, très ouvert et que c'est parti. Costa Rica a eu un beau cycle, Honduras a eu un beau cycle à un moment. La Jamaïque, ça remontait un peu plus avant, mais il y a pas d'équipe qui soit installée clairement, comme 3e CONCACAF, hein. Il y a des équipes avec Ouais. qui ça va moins bien. Donc il y a clairement une place à prendre, en tout cas, le moyen pour le Canada de s'y engouffrer. De ce qu'on voit là, on peut être optimiste. Je dis pas qu'ils vont se qualifier, mais je dis qu'il y a de quoi être optimiste, bien plus qu'on ne l'a été sur les dernières années. La dernière fois que le Canada a fait un tour final CONCACAF, c'est pour la coupe du monde 98. Donc, ça fait dur. Oui, effectivement. Donc la semaine prochaine, soit on pourra reparler, de ce tour, de qualification, du dernier tour de qualification, en fait, qui va finalement occuper toutes les campagnes, internationales jusqu'à la coupe du monde 2022, puisque je pense que dans la zone Ouais. CONCACAF, ce sera, sûrement les derniers, à décider finalement de leurs, représentants. Ou bien Mmh. on parlera de la catastrophe industrielle, d'une élimination face à Haïti. Donc ça, ce sera pour le prochain podcast. Du côté de la MLS, on a une question de Luc de la Gauchetière qui nous demande en fait si pensez-vous que le retour de Binks et de Miller va donner une autre dimension à la défense et à la relance de Montréal. Donc c'est sa première question. Et effectivement, bon, l'international anglais, enfin le jeune anglais est blessé depuis le début de saison et Miller a été va être absent pour une durée de 4 semaines. Mais leur retour, clairement, puisque ce sont de très bons défenseurs, qu'est-ce que ça pourrait apporter pour l'effectif de Wilfried Nancy? Bah, je pense que si on reste un petit peu dans le système que l'équipe a développé depuis le début de saison, clairement, tu as besoin de défenseurs latéraux capables d'en sortir avec le ballon. Donc, c'est certain, que ça ne peut qu'être positif. Clairement, il faut développer une relation quand tu es comme ça, central, comme ça, dans une défense à 3 à 5, tu développes tes relations avec des milieux défensifs devant toi ou ton milieu défensif dépendamment et le latéral. Donc, Miller a commencé à le faire, je pense qu'il y a pas de problème. Bing, ça va peut-être prendre un petit peu de temps mais c'est un système dans lequel il a déjà évolué, d'où on a dit, et tout ce qu'on a un petit peu, ce dont on a discuté depuis le début de la saison sur la continuité par rapport à la mise en place qui a été faite l'année dernière. Donc je pense qu'il ne va Mmh. pas débarquer
territoire inconnu complètement, Binks, et que la qualité qu'on a vue avec le ballon l'année dernière, elle va encore être marquée cette année. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est, quand même le secteur qui a le moins bougé, en termes de minutes de jeu. Camacho et Struna sont les 2 joueurs les plus utilisés et je pense que sans blessure Mhm, de Kamal Miller, il aurait été dans ce trio-là de joueurs les plus, mhm, utilisés. Donc je suis un peu curieux de voir comment, Binks va s'insérer. C'est certain que bon, Waterman a montré, de belles choses à ses 2 derniers matchs, donc peut-être que, est-ce que la confiance va lui être renouvelée? Et sachant que il y a le match de DC United mercredi lorsqu'ils vont revenir, ce sera le 23 juin, et ensuite il y a Nashville le 26. Il y a quand même une opportunité de faire tourner dans ce secteur-là, puisque mhm. le calendrier va l'exiger. Maintenant, j'ai vraiment, c'est plus qu'une impression. On voit que Wilfried Nancy, c'est là où il a fait le moins de changements et que peut-être que bon, si encore une fois, on a un joueur qui s'impose comme l'a fait Miller en début de saison. Ce sera plus compliqué pour le quatrième défenseur dans la hiérarchie. Et c'est là où je me demande à quel point ils peuvent apporter s'ils ne jouent pas, tout simplement. On a une autre question de Luc, et là on va se projeter de l'autre côté du terrain, et qui nous demande en fait qui sont les deux attaquants du 11 type de Wilfried Nancy. Ah, Donc là, avec le retour de Mason Toy, la question se pose entre Mason Toy et Kyoto, donc le binôme Toy-Kyoto, ou bien le binôme Toy-Johnson, ou bien Johnson-Kyoto. Donc voilà, on peut, entre ces trois joueurs-là, sachant que depuis le début de saison, on est plutôt sur un système à deux attaquants que des systèmes avec des deux ailiers et une seule pointe. qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben écoute, dans son état de forme, même si je le dis j'ai dit souvent à l'émission, je vais me répéter un petit peu, j'étais un peu sceptique de Mason Toye. J'étais un peu sceptique parce que même, je trouvais que, son contenu, dans les 2 premiers matchs où il a marqué, je trouvais qu'il était assez inexistant en dehors des buts. Il ne joue pas pendant, 5 matchs, voilà, consécutifs après sa blessure. Il revient, boum, il marque. Je suis obligé un peu de me plier à l'évidence face à Mason Toye. Donc, je crois il en a fait suffisamment pour être le titulaire. Ensuite, en termes de profil, je ne sais pas si il est tant compatible avec Johnson. Sauf que des autres attaquants, je trouve que Kyoto est celui qui a peut-être le plus besoin d'être challengé. Et d'ailleurs, on l'a vu être sur le banc. Enfin, sur le banc. Il était blessé, encore une fois. C'est ça, c'est ce qui est bien dans la gestion de l'effectif, c'est que parfois il y a des blessures qui nous empêchent de prendre des décisions. Donc, il s'est blessé et donc Voilà. a raté Yeah. le rassemblement avec l'Honduras. Mais je suis partagé. Je pense que genre, comme je commencerai avec Toy, parce qu'il voilà, il le mérite juste au vu des performances. Mais ensuite, voilà, je sais pas vraiment en termes de compatibilité qui est celui voilà, qui fait le plus de sens. Il faut savoir que quand Toy a marqué son but, dans la surface de réparation, il y avait Janssen. Il y avait du monde dans la Mhm, surface de réparation, ce qui mhm. permet aussi quand même, ce qui a permis voilà, d'occuper la défense. Hop, comme excuse-moi, comme ça m'échappe. Son troisième but, il l'a marqué contre Chicago. Donc ça Chicago, permet là? Oui. voilà, donc ça, Mhm. donc du fire. Donc voilà, voilà, je sais pas pour toi, quel duo tu privilégierais dans un contexte de défense, enfin de défense, d'attaque à deux, comme on l'a depuis le début. Ouais, en fait, c'est en réfléchissant à la question, quand, tu me l'as donnée pour la préparer un petit peu, que, en fait, toute la mécanique est un petit peu venue, et en fait, c'est vraiment une question d'organisation, clairement, parce que tu vois que Kyoto offre une solution, mais qu'elle n'est pas du tout la même si l'équipe est organisée offensivement complètement différemment. Et je pense que, par exemple, au moment où un gars comme Torres va jouer et va être capable d'être là, ce sera complètement différent. Il est certain aussi que le système est différent avec la présence d'Amihailovic, Mmh. ou d'un milieu de terrain, je dirais, plus offensif, axial, qui fait en sorte que, Kyoto, pas Kyoto, ça devient tu vois? Je t'aurais dit au départ, ouais, de toute façon, ça va être Johnson ou Touré avec Kyoto.
Maintenant, une fois que la question a été posée, que j'ai réfléchi un petit peu plus, j'en suis pas sûr du tout et qu'en fonction du système et de l'organisation offensive, je pense que, un duo Torrey-Johnson a du sens complètement aussi. Je dirais que Johnson, par sa capacité à occuper quand même les défenses, montre que tu as besoin d'un joueur comme ça, tu Oui, besoin d'un joueur comme ça devant en MLS. On s'est plaint quand même suffisamment longtemps, au fil des années et des mois de ne pas avoir un attaquant de ce calibre-là à Montréal. Et même si ça ne se traduit pas encore par un nombre de buts, il faut regarder tout ce qui est à côté, tout ce qui est regarder la capacité à occuper, à attirer, à emmener avec lui et à jaillir parce que, il est capable, c'est pas simplement une présence physique, c'est que c'est un bon attaquant quand même et puis il est capable, comme il l'a fait quand même, déjà cette saison, de jaillir, de venir là et puis d'aller terminer des actions. Donc honnêtement, disons que c'est, la réponse à la question est en construction, mais que je serais pas, totalement j'éviterais pas forcément un duo Toy Johnson. et effectivement, je pense que, le rôle de Kyoto, comme deuxième attaquant et aussi surtout comme fabricant de jeu, il a quand même 3 passes décisives, depuis le début de la saison, même si on retient plus ses ratés devant le but parce qu'ils ont été assez spectaculaires. Je pense que son rôle, on a peut-être moins besoin de ce profil-là, selon qui sont les joueurs qui sont, présents, enfin qui sont les pistons, enfin qui sont les autres animateurs de jeu. Et lorsque tu parles d'un Torres, c'est vrai que, peut-être le problème de Mihailovic, c'est qu'autour de lui, c'est un peu le seul qui a la responsabilité créative, qui a vraiment et à ce moment-là, tu as besoin de lui ajouter un Kyoto. Par contre, on est dans l'optique, où on joue avec un autre 8 type Hamdi, on joue avec un ailier qui est plus type Torres que, je sais pas, Broguillard ou Chouanière. Là, c'est vrai que je pourrais voir, le binôme, Toye-Johnson, avec Johnson qui serait sur l'attaquant, vraiment enfin l'avant-centre, point de fixation, et Toye, même si c'est pas tant un joueur de profondeur, mais qui serait peut-être plus à même à tourner, À bouger. autour. Mmh. Donc ça. On reste en MLS, on avait une question de Borat Simono qui nous demande: «Pensez-vous que le TFC à Toronto, est en déroute ou seulement, en mauvaise passe?» Je vais commencer, avec, mon observation, du cas, Altidore. Pour moi, Altidore vraiment, est celui qui symbolise vraiment le mieux ce qui se passe à Toronto. Il a un contrat de 3,6 millions garanti, c'est énorme. C'est, un joueur qui prend beaucoup de place, dans son caractère, voilà, dans son personnage, et on sent, une vraie frustration depuis, l'arrivée de Chris Armas, mais une frustration qui, a déjà été, présente finalement de toute façon, où, il avait déjà eu un clash avec Bill Manning, l'an passé, lorsque Bradley s'était blessé à la cheville, disant que le club avait très mal géré la blessure de Bradley. Il utilise son compte Twitter, et un peu de tous les débats qui sont autour de la ligue. Donc c'est aujourd'hui le Toronto j'ai l'impression que ça il s'essouffle un petit peu, collectivement, qui a besoin d'un renouveau, et peut-être qu'ils savent pas vraiment, comment s'y prendre. Peut-être que le dernier hurrah de cette équipe-là était effectivement l'an passé, et qu'il fallait, là, voir, autre chose, et je crois que c'est pas étranger au départ de Greg Vanney, qu'il Mmh. a sûrement senti que un peu, allez, toute proportion gardée, mais un peu comme quand Zidane est parti du Real Madrid, ou même quand Guardiola est parti la première fois de Barcelone. Parfois, on sent un coach sent qu'il ne peut plus véritablement apporter à un groupe, et donc décide, de partir. Maintenant, que ce soit Pozuelo, que ce soit Osorio, que ce soit, hem Richie Laera, il y a des joueurs de gros talents, et je pense que même le petit vénézuélien qui a été recruté, donc voilà, donc il y a des joueurs de talent, dans cette équipe-là, et je crois quand même qu'ils ont les moyens d'aller chercher la fameuse 7e place, il faut pas non plus Ah prendre oui. trop des conclusions trop, drastiques des 8 premiers matchs de la saison. Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont, afficher leur vrai visage à partir, de la trêve, enfin à la fin de la trêve. Donc du côté de Toronto,
C'est plus inquiétant, oui, enfin, c'est quand ces résultats qui sont décevants, oui, c'est clairement pas une équipe qui était faite pour être 12e de l'Est à ce stade-ci de la saison. Mais pour autant, je crois qu'ils ont aussi les moyens de faire, des fameux push comme il y a beaucoup en MLS qui te permettent finalement, voilà, de te retrouver au-dessus de la ligne rouge, le moment, échéant. Yeah. Une petite question, du côté de football féminin, c'est vraiment une très bonne question d'Émile Archambault, que je vais te passer, qui demande en fait comment se fait-il je vais, fusionner ces 2 questions. Comment se fait-il que le Canada arrive à développer tant de joueuses de haut niveau, malgré le manque de soccer professionnel au pays? Il semble que le programme féminin, dépasse largement les attentes vu la situation. Et un peu comme piste de solution, en deuxième partie de question, il propose est-ce que du football, enfin du soccer professionnel au Canada passe nécessairement par une combinaison avec la ligue américaine, la WSL, la NWSL, ou peut-être le retour de la W League qui est défunte depuis 2015, si je m'abuse. Donc voilà, donc il se pose la question un petit peu de cette peut-être anomalie du programme féminin, sachant qu'il n'y a pas de débouché professionnel dans le pays. Je crois déjà que tu as la réponse dans la question. C'est que, le développement qui a été assez marqué du Canada, qui est, dans au niveau féminin, qu'on voit aux années quat fin des années 80, années 90, est conjoint avec celui des Américaines, et c'est pas un hasard que les 2 à un moment, ont été à vraiment jailli, alors que les équipes masculines était pas terrible. Tu regardes le 1er Mmh. titre, bon, il n'est pas officiel, le premier championnat du monde, celui de 91, féminin, celui qui a été, joué en Chine. Mais tu regardes que c'est le début de l'équipe américaine avec Michelle Akostal, avec Carla Overbeck, et cetera, qu'on créé, qu'on mis en place complètement toute cette super génération. À ce moment-là, les Américains, ils venaient de se qualifier pour une coupe du monde, mais ils mettaient à peine un pied devant l'autre. Et ils savaient qu'ils allaient avoir un gros programme à faire pour organiser celle de 94. Donc, les féminines avaient déjà un pas d'avance avec tous les programmes mis en place à l'université en particulier, parce que ça a été vraiment le berceau, hein, du football nord-américain. Et que dans le même temps, eh ben, les Canadiennes qui ont pu bénéficier de ce travail en université, parce qu'il y avait rien d'autre, il n'y avait pas de Mmh centre mh. de formation de quoi que ce soit. Elles en ont bénéficié aussi et sont arrivées, dans aspirées par, ce qui a été fait au niveau des Américaines. Et tu regardes qu'à l'époque, Michelle Ring, Charmaine Hooper, il y avait déjà une équipe qui était solide d'identité. Donc ça a continué comme ça. Maintenant, et donc ça explique pourquoi le programme féminin a été quand même a rapidement pris de l'ampleur. C'est parce que très vite, on a eu des joueuses un petit peu formées sur le modèle des Américaines, et conjointement avec les Américaines, qui sont arrivées très vite au haut niveau, ce qui n'était pas le cas chez les gars. Heu, pour ce qui est de l'avenir, eh bien, et là aussi, la réponse, elle va avec, c'est que tu ne peux pas envisager un développement du foot pro féminin au Canada actuellement, qui ne soit pas conjointement avec les Américains. C'est une question d'argent, tout simplement, et une question Mmh. de pouvoir faire vivre. Vivre professionnel, il faut être capable de le faire vivre, c'est-à-dire avec des contrats de parrainage, avec, des diffusions télé. Or, actuellement, tu as la NWSL, qui roule. C'est pas toujours évident au niveau des contrats de diffusion, mais c'est en train de s'améliorer. Il y a une volonté globale un petit peu d'avancer, là-dedans. Le fait que plusieurs clubs, déjà existants, ou des clubs de MLS, tentent de serrer les liens avec des clubs de NWSL, est une bonne chose aussi, parce que ça ne peut que, faire avancer les choses dans le bon sens. Mais le développement, à mon avis, va continuer conjointement avec ce qui se passe aux États-Unis. Ça ne peut pas se faire à part complètement.
Ouais, je partage, vraiment ton point de vue, sachant que l'intérêt pour, la NWSL est toujours, aussi, présent. On peut penser quand même à l'investissement de Jean-Michel Aulas avec, le De Lyon, ouais. OL, Reign. Donc maintenant qu'il a une filiale, si je puis dire, dans la ligue. Je crois que voilà, c'est comme les passerelles vont toujours continuer entre l'Europe, et Mmh. les États-Unis. Je pense que, j'ai parfois même l'impression qu'il y a des contrats, je pense à une 2 joueuses dont le nom m'échappe, mais qui vont aller jouer à OL Reign et puis après qui vont, continuer la saison, Yep, c'est ça. lorsque Mmh. l'A1 Arkema va reprendre. D'ailleurs, ça me permet de dire que pour la première fois en 14 ans, ce ne sera pas Lyon qui sera le champion, chez, Oui, en France. Le Paris Saint-Germain, a remporté, bien, avec, justement 2 Canadiennes, avec 2 Ashley Canadiennes. Lawrence Mmh. et Jordan, Huitema, qui, sont dans l'équipe. Donc félicitations à elles. On va passer, à notre rubrique en temps additionnel. Et on va parler de l'Euro. Bah, l'Euro qui, va avoir son coup d'envoi, demain vendredi avec, un alléchant, Italie, Turquie. On a plusieurs questions, sur l'Euro. C'est voilà la compétition phare continentale, et Monsieur Foot de Foot nous demande, quelle équipe, êtes-vous le plus impatient, de voir jouer? Donc, Jean, à toi. À moi? Aïe, impatient. Non, mais impatient, quel titre? Impatient pour le voir au niveau du jeu et voir vraiment ce que ça va donner, c'est la Belgique. J'ai vraiment envie parce que dans les gros favoris, c'est celle que je trouve, heu, la plus au niveau du jeu, la plus intéressante et celle qui peut, amener un peu plus de richesse. Maintenant, impatient de le voir parce que je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, récemment et je suis un petit peu, ouais, voilà, c'est c'est l'Italie. C'est l'Italie parce que Mmh. Mancini semble avoir fait du super boulot. Là, il est arrivé avec un groupe dans lequel il a petit à petit, réussi à mettre en place un certain nombre de choses. Je veux dire, Verratti, Jorginho, Barella au milieu. Tu vois qu'avec Chiesa, Immobile, Insigné Insigne devant. devant. Ouais, voilà, merci. Ça tourne bien. Donc, il y a quelque chose qui semble très intéressant. Je te dis, j'ai pas eu l'occasion de les voir beaucoup, depuis quelque temps là, parce que c'est pas évident d'arriver à accrocher tout le monde en même temps et puis quand il y a des matchs, c'est tous en même temps. Bon, enfin bon. Donc, là, je suis un petit peu, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils sont capables d'aller loin dans ce tournoi? Possiblement, mais c'est un petit peu des questions et j'ai envie vraiment de pouvoir me faire une vraie idée, en en format compétition. Ah, tu as fait un bon choix parce que ce sont les 2 équipes qui étaient invaincues durant, leur qualification, Oui, ouais. pour, l'Euro donc effectivement, 2 très belles, équipes. Je vais prendre la deuxième question. Moi, quelle est l'équipe la plus mystérieuse, pour vous? Je vais y aller, un peu champ gauche, mais je vais aller avec le, Danemark. C'est une équipe, que je Mmh. pense qui a un potentiel, de nous faire une Islande de 2016. C'est pas une équipe, où il y a beaucoup de stars malgré bon, les gens connaissent, Poulsen, et Eriksen, ou même Schmeichel, mais c'est une équipe qui m'intrigue beaucoup dans son potentiel, d'outsider. Ça peut être un peu un gros mot, mais ce sera pour moi, c'est l'équipe la plus, mystérieuse et peut-être en deuxième, assez proche, je dirais que la Turquie, qui, m'intrigue aussi énormément, comme équipe, mystère de cet Euro. La troisième question, OK. c'est, une question sur, l'état de fatigue des joueurs avec les 2 dernières saisons de covid. Pourrait-il créer une surprise et faire en sorte qu'un outsider élimine, des favoris? Ouais, c'est pas possible parce que ça, on en a parlé aussi déjà. On a dit que ça allait être un euro qui allait être marqué par l'état de fraîcheur ou non, des joueurs. Historiquement, les pays généralement les plus taxés sont l'Espagne, l'Angleterre, hein, plus récemment, Mmh. c'est-à-dire là où il y a d'abord parce que c'est là que les clubs ont le plus de leurs propres joueurs, nationaux.
et ce sont les 2 pays qui, sont capables d'avoir le plus de joueurs étrangers dans le même temps et où les clubs sont au sommet au niveau continental, donc jouent le plus de matchs. Ce qui fait que l'effet d'entraînement amène que c'est clairement là où que l'état de fatigue est le plus fort et c'est là que ça se ressent le plus. Donc il va falloir voir au niveau de l'Espagne, de l'Angleterre, ce que ça va donner. Il va falloir voir c'est les pays dans les pays qui fournissent un petit peu derrière, je parle de Portugal, Pays-Bas, France, à qui je pense d'autre? La Belgique. La Belgique qui, essentiellement a des internationaux partout sauf au pays. Voir un petit peu que ça comment va être cette étape, parce que là, on parle vraiment de sélection où tous les joueurs ont vraiment beaucoup, beaucoup donné. C'est pour ça d'ailleurs que l'UEFA a augmenté le nombre de joueurs sur les listes officielles à 26. Je pense que c'est 23 joueurs disponibles à chaque match que tu peux Oui. inscrire sur la feuille de match et 5 changements. Donc ça va donner un nombre important et ça, c'est un bol d'air pour cet Euro qui va être peut-être de pouvoir faire beaucoup plus de mouvements tactiques. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un foot qui, au niveau des équipes nationales, qui arrive très sclérosé. Donc là, peut-être que ça va permettre un peu de changer plus de choses. On voit plus d'équipes qui, d'un seul coup, passent à 3, passent à 4, passent à 5 derrière, modifient leur système de jeu d'un match à l'autre et même à l'intérieur d'un même match. Donc peut-être ça va donner des choses et peut-être que cette façon de faire va atténuer le côté fatigue. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y Mmh. a il y a peut-être un moyen de justement avec plus de joueurs, avec plus de changements, avec de façons différentes de calibrer ton équipe. Tu dois peut-être être capable un petit peu d'absorber le choc fatigue et puis de pouvoir avancer dans le tournoi. Parce que ça va être une des inconnues. Vraiment, une des questions que le premier tour devrait nous aider à un petit peu, voir. Oui, tout à fait, j'ai aussi une vraie curiosité justement sur la gestion des 5 changements, aussi la gestion d'un groupe parce que comme tu l'as rappelé, oui, ils sont 26 mais c'est 23 la feuille de match, donc c'est forcément 3 qui sont, en tribune. Donc Mmh. il y a toute cette gestion-là, qui de la part des coachs qui m'intéresse. Au ni alors par contre sur l'idée que les outsiders éliminent les favoris, en raison de la fatigue et du Covid. Là, je suis moins d'accord avec Monsieur Foot de Foot. Je pense que historiquement, l'Euro, c'est sûrement, l'une des compétitions qui est les plus imprévisibles. On parle quand même de 10 gagnants différents sur les 15 éditions. C'est une, compétition là, je parlais de l'Islande, mais on aurait pu parler aussi du Pays de Galles en 2016, où on voit en fait fréquemment, ces surprises qui sont aussi dues en fait à la rigueur tactique des équipes européennes et à la capacité de se spécialiser dans les coups de pied arrêtés. Donc on a à la fois des équipes qui font très bien, le bus, hein, pour employer l'expression, et qui, Bien, lorsqu'ils ont ces coups de pied arrêtés ou ces corners, hein, enfin tout type de coups de pied arrêtés, vont, véritablement savoir mettre du poids dans la surface de réparation ou bien avoir des combinaisons. Donc ils ont des ingrédients, finalement d'un outsider qui élimine le favori. C'est rarement dans le jeu en soi que se fait ces choses. Sachant après qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont favoris cette année, enfin beaucoup d'équipes qui sont considérées comme des favoris. Je pense que c'est peut-être sûrement l'édition où on le voit le plus d'équipes. J'en vois facile 6 qui pourraient bien, considérer comme un échec, de ne pas gagner l'Euro. C'est assez énorme. Et donc il y aura assumer ce statut-là, faire un jeu qui peut-être va plus t'exposer, à des contres et justement à des situations, qui soient, peut-être un peu frustrantes. Donc je crois en fait que pas forcément, oui effectivement le Covid est forcément un facteur, dans l'état de forme. On le voit en fait avec les blessures. Je pense que c'est peut-être moins dans la compétition, mais dans l'avant-compétition avec déjà de nombreux joueurs, quand on pense à Trent Alexander-Arnold dans le match préparation, se blesse. On a d'autres, on a Milic aussi pareil du côté de la Pologne qui s'est blessé. Bref, je pense qu'il bien. y aura une forme on voit déjà tous les effets de cette saison à rallonge, mais spécifiquement dans le jeu, l'Euro, c'est l'Euro de toutes les surprises habituellement. Question de, Mmh. Éric, Michaud, qui nous demande, bon exercice toujours un peu délicat, mais bon, il nous demande: «Qui sera le meilleur marqueur?»
que selon nous. Ça va rejoindre pas mal ce que tu dis dans la mesure où si tu arrives avec, 5-6 équipes de favoris de 1er rang très difficiles à départager, bah, très possiblement ton meilleur buteur va se retrouver là-dedans. Pas forcément, mais il est clair que on va parler de Kane, tu vas parler de, Federico Chiesa, tu vas parler, de Lukaku, tu vas parler de, Timo Werner. Timo Werner, on va parler de Timo En France, Werner. Ouais, on peut ouais, Werner, ouais, on va c'est parler de Timo Werner. mais OK, non, dans les 11 projetés, parfois on le voit même pas sur le titulaire, donc c'est un peu, non, délicat. je sais. Bon, et puis, juste derrière, parce que c'est vrai que tu vas pas parler de la Pologne, mais tu vas forcément parler de Lewandowski. Mmh mh. Hem, côté français, bon, c'est certain quand tu arrives avec Mbappé, Benzema, Griezmann, heu, tu as clairement des arguments aussi. C'est pas facile. Bon, vu le calendrier et vu que, mine de rien mine de rien, il faut le dire, parce que je pense qu'on va le répéter un petit peu, mais on va le dire dès maintenant, cet euro-là, l'Angleterre le joue quasiment à la maison, hein? Oui, oui, oui. Non, mais Il y a 3 matchs à Wembley dans la phase de groupe, les demi-finales et la finale prévues là. Non, c'est effectivement, on peut dire qu'il joue à la OK, maison. l'Angleterre joue cet euro-là à la maison. Donc il est certain qu'un gars comme Kane va avoir, va peut-être bien être mis dans certaines dispositions pour réussir et c'est certain qu'on voit l'Angleterre quand même réussir quelque chose dans cet euro-là. Aller jusqu'au bout, je ne sais pas, encore qu'ils sont peut-être plus favoris qu'ils l'ont jamais été enfin, ils font partie de cette liste de favoris, en tout cas, très Mmh mh. clairement. Donc allez, on va dire, Kane. Je favorise aussi, Kane. J'avais pas pensé, à l'aspect domicile qui est en fait un énorme, argument en sa faveur. Je sais que c'est lui qui va tirer les pénaltys, c'est lui qui va tirer les coups francs à proximité. Le jeu est quand même orienté pour que ce soit lui qui marque. Tout ça, je peux le dire pour Lewandowski, sauf que je peux, concevoir que l'Angleterre aura un meilleur parcours que, la Pologne. Alors que dans les autres pays, il y a plus une répartition des tâches qui fait que je vois moins bien un joueur émerger, même s'ils ont des meilleures attaques. Par exemple, je sais pas, et après, bon, la question des pénaltys est importante parce qu'il y aura forcément 2 pénaltys dans le total des buts du meilleur buteur de la compétition. Et je sais pas, du côté de la Belgique, est-ce que c'est De Bruyne qui va les tirer ou bien il va les laisser à Lukaku? Ça, c'est un Mmh, aspect. Du mmh, côté de la France, pareil, c'est un peu le même. Vu que Griezmann a raté ses 4 derniers pénaltys, est-ce que lui va les tirer ou va les laisser à Benzema qui vient de rater son dernier, ou à Mbappé qui a raté aussi son dernier penalty. Bref, je ne le sais pas vraiment, mais Kane coche beaucoup de cases pour ce titre de meilleur buteur. Question très intéressante de la part de Borat Simono qui nous demande en fait à qui la Hongrie va arracher des points. Dans le fameux groupe F dit de la mort. Est-ce que la Hongrie d'ailleurs a les moyens d'arracher des points? Et si oui, quelle équipe va un peu se casser les dents face aux Hongrois? ah, ah, hem honnêtement, je sais pas. Je sais pas si effectivement là, on a les moyens de prendre des points. On parle de l'Allemagne, du Portugal, de la France. Heu, heu, c'est c'est malade. Alors, je vais dire, il y a 4 ans, la Hongrie avait pris des points justement au Portugal. Oui. Ça avait été un match de malade, hein, le 3-3, complètement délire et face à une équipe, très certainement que le Portugal avait pris peut-être un petit peu trop facile. Il y avait même si pour eux l'enjeu était quand même important, parce qu'ils n'étaient pas encore, si je me souviens bien, assurés d'être qualifiés. Mais, ah, je ne vois pas là actuellement, vu que tout le monde est quand même pas mal dans le coup, vu le haut niveau de premier tour et que tout le monde est prévenu, tout le monde sait qu'il va falloir se planter contre la Hongrie, je vois bien, le scénario dans lequel, les 3 plantent la Hongrie. Vraiment. D'autant plus que, oui, il y a, le c'est une équipe qui a bien progressé, hein, mais qui vient de perdre quand même son meilleur joueur, hein, sur Boschali, de Leipzig, qui est blessé. Hem Qui va faire toute l'équipe, mais clairement, c'est un avantage, un atout qu'ils avaient, qui clairement n'auront plus, qui est un atout offensif, donc qui va les conforter peut-être plus sur un système
défense contre-attaque et là-dessus, je les vois regarde, s'ils doivent prendre des points à quelqu'un, c'est peut-être l'équipe qui va avoir le moins de perforation offensive. À ce moment-là, ce sera peut-être l'Allemagne et c'est Ouais. vraiment dit avec des pincettes, tu vois? Je pense que le match contre l'Allemagne, c'est le match, se jouera à Munich, puisqu'ils ont perdu le toast, Tu raison. des c'est ça. Donc moi, Ouais, tu raison. je t'aurais dit l'équipe de France, je t'aurais dit l'équipe de France parce qu'ils ont toujours un peu une difficulté contre les blocs bas, mais de ce que j'ai pu voir avec Karim Benzema, contre la Bulgarie, là, l'équipe de France, finalement, a les enfin, ils ont toujours eu les atouts, mais ils ont Mmh mh. vraiment le bon jeu pour aller chercher des blocs bas. Alors que, j'ai toujours pensé, en fait, enfin, j'ai toujours trouvé ça très très curieux, parmi les très grosses équipes, européennes, à quel point, l'équipe de France a toujours de la difficulté contre les petites équipes, alors que parfois on voit des scores de tennis, de l'Espagne, de Yeah, c'est l'Angleterre vrai. ou autres, contre les autres équipes. On a une autre question de Ouais. Kevin, Douska qui nous demande, qui sera la plus grande surprise, positive ou négative, de, l'Euro? Une question qui jusqu'à maintenant me fait encore, réfléchir, parce que, c'est un peu délicat. Tantôt j'ai mentionné la Turquie, comme équipe mystère. Moi je pense que la Turquie, pourrait être, vraiment la surprise positive de l'Euro. C'est pas du tout une équipe qu'on voit venir ou, qui, a des voilà, a des stars ou quoi que ce soit. Mais c'est une équipe, que j'ai trouvée super intéressante, durant les éliminatoires. Ils ont joué contre, la France notamment. Ils ont réussi à battre la France, puis faire un match nul avec l'équipe de France. C'est une équipe qui, marque beaucoup de buts et encaisse beaucoup de buts, mais je crois qu'ils ont, voilà, ce petit, je le disais à la radio, ce petit grain de folie, devant avec des joueurs, historiquement quand même très techniques, une culture, du football assez, très, très poussée, qui voilà, qui peut-être je la vois comme voilà, comme, l'équipe, surprise, positive, de mon côté. Ouais, OK. Avec Burak Alors, je vais Yilmaz. revenir sur ta question. Bon, OK, bah, non, ta question et ta réponse de tout à l'heure sur, les équipes, mystérieuses que tu avais envie de voir jouer et les surprises positives, Turquie-Danemark. Je te rejoins donc totalement là-dessus. Turquie, ouais, solide avec c'est par par type, hein. Clairement, tu vois que la Turquie, c'est pas la première fois. On les avait vus 2000-2002 avec Oui, une dynamique club, équipe nationale. Le Galatasaray qui gagne la première coupe heu, d'Europe pour la Turquie et tout de suite, UEFA. dans les 2 ans qui suivent, basé d'ailleurs sur le Galatasaray, l'équipe arrive, 3 de la coupe du monde. On l'a vu après il y a eu un creux, on l'a vu revenir en 2008 à l'Euro. À l'Euro. C'était vraiment des moments comme ça et là, on la voit, revenir avec de très, très bons résultats en équipe nationale. Tu disais, face à la France. Là, elle a depuis qu'elle a entamé aussi les qualifs, coupe du monde, elle a battu les Pays-Bas, elle a réussi vraiment des très avec la manière, des très bons coups. Il y a des joueurs dominants, il y a des, leaders, hein, que tu vois à Leicester, que tu vois en Premier League, que tu vois, à Lille, que tu vois en Allemagne, qui sont revenus vraiment pour les plats. Donc il a tout ce qu'il faut. Le Danemark, tu l'as mentionné aussi, c'est pareil. C'est une équipe, elle, on l'avait vu déjà à la coupe du monde et qui est solide, très, très solide et qui a, elle aussi, c'est par phase, hein. Clairement, il y a toujours 2-3 ans où c'est plus dur et là, il y a une autre génération qui revient là. Peut-être Odegaard, peut-être qu'on va le voir, non, pardon, pas Odegaard, Non, non. quoique, mais non, non, pardon, la génération Eriksen-Poulsen, je te dis une bêtise là, les gars, je pars ailleurs. Mais Eriksen-Poulsen, je pense qu'elle est capable de faire quelque chose. Donc ouais, moi, c'est les 2 équipes que je vois. Côté négatif, côté, surprise dans l'autre sens, bah, à cause de la façon dont le tableau est fait, je dirais Angleterre ou Allemagne. Parce que l'Angleterre, à coup si elle gagne son groupe et je vois pas la voir vraiment gagner son groupe, va se coller une équipe du groupe F, donc le deuxième de ce fameux groupe, France, Allemagne, Portugal. Donc ouais, là, la marche, elle est tout de suite, nettement plus haute et si c'est pas l'Angleterre, ce sera l'Allemagne qui sera à mon avis
Ouais, on aura, beaucoup de toute façon, il y aura avec tant de favoris, il y aura forcément une énorme déception avec un gros crash, pas forcément au premier tour, mais à envisager du côté des huitièmes de finale, d'ailleurs comme quand l'Islande avait battu, l'Angleterre. Et ce qui ça conclut notre, section temps additionnel. On va, finir avec nos sujets chauds. Avec une question qui, je pense, qui a dû être écrite en plein, Canada, Suriname. Est-ce que, les succès de Jonathan, David en Ligue 1 va provoquer les clubs français à pister plus sérieusement les jeunes joueurs du Québec et du, Canada? Nous demande, Nilton George. Bon, je trouve que c'est une très bonne question, non? Pas toi? Mmh. Excellente Moi, je pense qu'il question. est Je c'est vraiment bien parce que là, en fait, tu regardes, bon, David et c'est vrai que tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé d'abord parce qu'il y a eu cette histoire qu'au départ, ça collait pas vraiment bien. Il a vraiment eu du mal à démarrer et que quand il a démarré, par contre, il a été difficile à arrêter. Bon, il y a ça et puis rajoute quand même le fait que là, il commence à y avoir des expériences, croisées. Tu sens qu'il y a des gens qui reviennent, Garde, Bat, maintenant Vercroutre, qui vont revenir en France et qui vont commencer à parler un petit peu comment ça se fait. Il est certain qu'on a reparlé de Montréal avec le passage de Thierry Henry. Le fait que dans le même temps, il y ait un joueur canadien qui réussisse vraiment bien chez l'équipe championne de France et qui réussit bien en plus en marquant des buts. C'est ce que tu vois, tu vois, c'est pas le milieu de terrain Ouais. industrieux dont tu parles et dont qui va avoir des 8 sur 10 dans l'équipe là. C'est le gars qui plante des buts, et donc dont on va parler. Donc oui, oui, je pense que c'est toutes ces choses-là et avec la réussite d'un joueur en premier plan d'abord, mais qui va être soutenu par le fait qu'on va en parler. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, il y a déjà des accords, hein, entre la fédération française et Oui. le Québec en particulier, des accords qui existent depuis longtemps. Mais je pense que ça va être amené pas simplement au niveau des fédés, mais peut-être aboutir à quelque chose au niveau professionnel aussi. Ouais. Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec, la lecture, de Nilton, car, je crois que bon, il fallait que derrière, Alphonso Davies, qu'il y ait d'autres exemples. Même si, sans rien enlever à ce que fait, à ce qu'a fait Atiba Hutchinson, mais lorsqu'il ne il n'était pas forcément, le déclencheur d'un mouvement vers le Mmh. Canada, d'un point de vue des clubs européens. Mais Davies a clairement mis la puce à l'oreille, mais on se dit, bah, c'est lui, c'est un talent unique, hors norme, et donc ça ne veut pas dire que dans le pays, il y a un bassin de joueurs. Je Yeah. crois que voilà, le succès de David, tout de suite fait dire: «Ah, dans le Canada, beh, il y a des très bons joueurs», et puis bon, c'est vrai que, Kyle Larin qui a été champion, du côté de la Mmh. Turquie aussi, fait partie de cette conversation-là, et je crois qu'effectivement, peut-être que, du côté de la Ligue 1, on peut se dire qu'il y a des bonnes affaires à faire. Je pense à un Tajon Buchanan, par exemple. Il doit pas valoir Yeah, yeah, grand-chose, encore, absolument. et qui voilà, a sûrement les moyens de pouvoir exploser au haut niveau. Mais je crois que ça passera aussi par, cette fameuse qualification, dans, le tournoi de préqualification. Je crois que le Canada ne peut pas se Yeah. permettre, justement, pour arriver à ce niveau de considération de la part des clubs européens, ne peut pas se permettre de ne pas être dans la cour des grands de la CONCACAF. Hem, il y a une question intéressante qui nous est posée par Mathieu, qui est en plein, voilà, dans les grands tournois, continentaux, et qui nous demande, en fait, si, est-ce que la Copa et la Gold Cup doivent s'allier, pardon, pour former un gros tournoi? J'ai comme proposition à tous les 4 ans pour, alterner peut-être avec les tournois continentaux aux 2 ans. Donc en gros, la coupe du monde, Yeah. des Amériques. Ouais, football des Amériques. Écoute, c'est vrai quand tu regardes un petit peu les choses, tu dis: «C'est l'avenir, c'est vers là qu'on devrait aller». Mais c'est non, non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que tu réfléchis un petit peu. C'est pas allier Copa et Gold Cup, c'est allier les 2 confédérations. C'est-à-dire, aller main dans la main pour un tournoi continental supra-continental, mais ça veut dire aussi aller main dans la main pour des qualifs de coupe du monde, avec un nombre beaucoup plus important on en est donc à quoi? À 4 plus 1 en Amérique du Sud et 3 plus 1 en CONCACAF. C'est ça? Donc C'est 7 ça. plus 2 barragistes.
Donc avoir, en gros une super confédération avec, 8-9 qualifiés. Heu, il est certain qu'il va y avoir du tirage derrière ça parce que, tu le quatrième ou cinquième sud-américain, tu vois débarquer dans ton jardin Mexique, États-Unis et quelle que soit l'équipe CONCACAF qui est en bourre, hein, en bonne bourre à ce moment-là, tu dis: «Bon, bah, là, tout de suite, wow, c'est un peu chaud». Idem pour la CONCACAF, tu es 3e CONCACAF et puis, d'un seul coup, on te dit: «Ouais, mais là, d'un seul coup, on t'amène l'Équateur, la Colombie et le Pérou». Donc il y a des intérêts, oui, oui, d'une façon générale, oui, ça ferait progresser les choses de façon extraordinaire. Mais dans la réalité, il y a trop d'intérêts qui risquent de se faire marcher sur les pieds, comme ça pour que ce soit vrai et regarde là, actuellement, ce qui se passe et là, on parle d'actualité vraiment. Il y a un resserrement et un rapprochement, vraiment fort entre la MLS et la Liga MX et je pense qu'on va clairement vers, un renforcement. On va plus vers un renforcement, d'une position de force de la CONCACAF, qu'un rapprochement vers la CONMEBOL, hein. Clairement, il y a une volonté économique et sportive d'avoir ce noyau dur, CONCACAF qui, vu la situation, va bénéficier au Canada parce que, ils sont déjà rentrés au niveau de la MLS, ils sont déjà, présents. Ils sont déjà présents au niveau de la co-organisation de la coupe du monde, 2026 parce que tout se met aussi dans cette optique-là. Donc, je pense que la question elle est bonne parce que, ouais, c'est une réflexion qu'il faut avoir et que, ce serait intelligent. La CONMEBOL n'a que 10 membres et actuellement, tu vois une explosion du nombre de membres partout. Tout le monde est à 40, 50, 60 membres dans toutes les autres Mmh. confédérations. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça a pas beaucoup de sens. Mais dans les faits, dans la réalité, je crois qu'on va plutôt vers l'inverse et vers, au contraire, une plus grosse isolation, en fait, de la CONMEBOL de la CONCACAF par rapport à la CONMEBOL. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir, durant la Copa Centenario, mais effectivement les problèmes de répartition, des budgets, enfin des revenus de sponsors entre les fédérations avaient été un très gros problème, pour l'organisation d'une autre compétition de ce genre et je peux comprendre, l'idée, peut-être que je crois qu'il y a aussi une forme de la réorganisation peut-être de d'autres compétitions, lorsque il y a la compétition, il y a l'Arab Cup qui va émerger avec tous les pays du Moyen-Orient, je pense que c'est, à la fin de l'année d'ailleurs qu'il y aura la première édition. Mmh, Il y a peut-être des mmh. changements aussi, du côté de l'Asie. Donc peut-être que dans ce cadre-là de pouvoir, rester toujours, très, pertinent, à l'échelle du football mondial. C'est pas pour rien que non plus que l'euro est passé à 24. Peut-être qu'il y aurait cette tentation-là, mais dans les faits, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément la fusion de la Copa América et de la Gold Cup, mais c'est plus une fusion, des confédérations et là, je crois que ce sera pas possible, Pas tout de suite. dans, les faits. Non, pas tout de suite. Mais ça conclut, notre, podcast, LDSF. On remercie énormément, pour, l'ensemble des questions, qu'on a reçues et qui nous ont permis, de faire une très belle émission. On salue, Olivier qu'on retrouvera la semaine, prochaine et vous pouvez écouter, le podcast, sur, les plateformes, habituelles, notamment, iHeartRadio et bien sûr sur le site du rds.ca. Merci beaucoup. Merci.